Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci de tout l'amour et tout l'appui. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça grandit, puis on est très content, puis ça fait chaud au cœur de voir tout cet appui-là. Évidemment, si comme moi, vous aimez plus les versions audio, si vous êtes des vrais podcasters, là, allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que les plateformes audio. On est sur Spotify, Apple et sur Amazon. Donc, on est littéralement partout. Vous pouvez trouver les épisodes et nous suivre, commenter, partager, faire toutes ces belles choses-là. Et on vous remercie énormément pour ça. Salim, comment ça va? Écoute, ça va, même si j'ai dû déneiger très fort dans les dernières heures. Je peux te dire que depuis qu'on est déménagé ici et que je dois déneiger, je n'ai jamais utilisé ma souffleuse 3 fois. C'est la première fois. Ouais, mais en même temps, je vais juste te dire un truc. On fera pas le podcast là-dessus, mais moi, j'ai été quand même un peu surpris. Ils ont les commissions scolaires, enfin les centres de services scolaires, on les appelle maintenant. Écoute, ils ont annulé les cours la veille avant même que la tempête commence. Ouais, c'est spécial. Et le matin, honnêtement, quand je me suis réveillé, il n'y avait pas tant que ça de neige. Puis là, mais c'est-à-dire qu'il y avait de la neige, mais c'était pas si tragique non, que ça. Là. Moi, je me rappelle... On est au Québec au mois de février. Moi, je me rappelle avoir été à l'école avec des conditions beaucoup plus pires que ce qu'on a eu. Ben, écoute, honnêtement, j'ai vu ça aussi, là, mais tu sais, sérieusement, tu sais, il y a des... Regarde, moi et ma blonde, on a pu nous arranger, là, donc c'était pas trop un problème, mais je pense à tous ces parents-là qui ont soit dû prendre une journée de congé pour rester avec leurs enfants, soit qui n'auront pas reçu de salaire cette journée-là parce qu'ils ont dû rester avec leurs enfants. C'est un petit peu difficile. Donc, moi, je comprends moins ça. Je comprends que c'était un peu de prévoyance, plutôt que d'annuler les cours à 7 heures le matin alors que les gens se préparent déjà à sortir. De le dire d'avance, au moins. Je le comprends, mais en même temps, il y a l'autre côté qui est important aussi. Mais enfin, bref. On n'est pas là pour discuter de ça. Non, pas du tout. On suit évidemment l'actualité. Et encore là, c'est pas pour dire qu'on n'aime pas avoir des invités, mais j'aime beaucoup avoir des épisodes comme ça, solo, entre nous deux, parce que ça nous permet évidemment d'être plus... de suivre l'actualité alors qu'elle se produit. Parce que quand on a des invités, évidemment, on part un peu loin de l'actualité. Puis on peut dire, Salim, qu'il y a plein de choses qui se passent. L'actualité n'arrête pas. L'entrée de Donald Trump a bouleversé le monde entier et évidemment ses alliés les plus proches, Mexique, Canada, évidemment. Il semble avoir mis une belle cible sur le Canada. Ça n'arrête pas. Il continue à nous appeler le 51e État. Il a parlé au gouverneur Trudeau l'autre jour. La pression monte tellement que les premiers ministres des provinces se sont rendus à Washington pour rencontrer des partenaires et pour faire pour démontrer un peu leurs points puis leurs arguments par rapport à ces décisions-là qui vont être néfastes et pour les Américains et pour les Canadiens aussi. Oui, non, tu as raison. Tu sais, George, avant moi de rentrer directement dans ce que tu viens de dire, je vais faire juste un petit intro rapide. Et d'inviter les gens qui nous écoutent à aller écouter l'excellent épisode qu'on avait eu avec l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, ici. Oui. C'était avant l'élection de M. Trump, mais on parlait déjà de l'éventualité qu'il retourne à la Maison-Blanche. Et il avait dit que le monde allait un petit peu changer avec l'élection de M. Trump parce que lui, puis les gens autour de lui, ne croient pas à ce qu'on appelle la communauté internationale. Ne croient pas à la communauté internationale et que c'était un problème pour le Canada parce que le Canada, dans le fond, a un narratif où il appartient à cette communauté internationale et joue un rôle dans la communauté internationale. Mais à partir du moment où il n'y en a plus et que c'est juste la question de la loi du plus fort, ça commence à être très difficile pour le Canada, pas parce qu'on n'est pas assez bon,
mais parce qu'on a comme voisin une superpuissance qui se comporte en superpuissance. Donc, essentiellement, c'est ce que Jean Charest disait. Ouais. En passant, je ne veux pas t'interrompre, mais pour ceux qui regardent ou qui écoutent l'épisode sur YouTube, je vais mettre un lien. Donc, vous allez pouvoir juste cliquer sur cette vidéo-là si ça vous intéresse. Et qui est super intéressante et super pertinente parce qu'on voyait des choses déjà s'en venir. Et donc oui, tu as raison, George, quand tu dis il y a comme une espèce de grosse cible qui a été mise sur le Canada, qui veut dire plusieurs choses. D'abord, c'est un message que Donald Trump envoie à la planète entière. Si je suis capable de traiter mon voisin, mon ami, mon allié, mon partenaire économique le plus important, le plus proche géographiquement parlant, si je suis capable de le traiter ainsi, c'est que je peux traiter à peu près n'importe quel pays de cette façon-là. Et donc, oui, lui, alors l'histoire de 51e État, on en a ri, on se disait que c'était une blague. Finalement, lui dit non, moi je suis sérieux. Les gens n'ont pas l'impression d'y croire. Honnêtement, moi non plus, je n'y crois pas, mais il reste que ça fait partie de la discussion aujourd'hui. En tout cas, c'est dans le portrait et c'est dans le contexte. Et on se rend compte que c'est pour des raisons économiques, mais aussi stratégiques et militaires en lien avec le Nord notamment. Et puis quand je parlais d'économique, bien sûr, pour nos ressources naturelles. Excuse-moi, j'ai fait un énorme détour pour revenir finalement à ce que tu étais en train de dire. C'est les premiers ministres, les 10 premiers ministres ou 11 premiers ministres sur 13 en anglais on dit des PTs, des provinces et territoires, qui étaient à Washington pour faire du lobby. D'ailleurs, le mot lobby, ça vient de Washington, hein, parce que les gens allaient faire du lobby dans les lobbies d'hôtels. Ouais. Ils essayaient de faire de l'influence dans les lobbies d'hôtels. C'est comme ça, d'ailleurs, que ça vient du mot lobby. Ils sont allés faire du lobby, donc de l'influence, d'essayer d'avoir de l'influence auprès d'élus américains, des deux bords, c'est-à-dire démocrates comme républicains, des gens du Congrès, des gens du Sénat, des gens d'affaires, des associations d'affaires, des associations de consommateurs, des entreprises qui ont besoin des matières premières que le Canada exporte, parce qu'on ne le dit pas assez, mais les tarifs que M. Trump met en place, ce n'est pas les Canadiens qui vont les payer. Non. C'est les Américains qui les payent. Mais c'est les Américains, mais attention, parce qu'il y a une assez grande partie de nos exportations aux États-Unis qui reviennent au Canada parce que les économies sont tellement intégrées que, oui, du coup, ils vont affecter les Américains, mais on va subir le coup aussi une fois que ces produits rentrent à nouveau au Canada. Je pense spécifiquement à l'industrie automobile, à l'industrie forestière, etc. Mais pour revenir à ces rencontres-là, je pense que c'est un bon coup. Et là, je vais être honnête avec toi, Salim, parce que je t'ai écouté à Radio-Canada. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, tous les mercredis à 3h, Salim est sur les ondes live là, sur RDI avec Gérald Filon. Il commente l'actualité, donc c'est une affaire merveilleuse. Et, à 14h, en fait. À partir de 14h. Excuse-moi. Et là, il a posé la question parce que on a chuchoté quelque part, on a appris quelque part qu'ils allaient avoir une rencontre à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Puis la question c'était, est-ce que c'est un bon coup? Puis là, je me rappelle, tu avais dit, ben oui, c'est un très bon coup parce que tu sais, ça montre un peu l'unité canadienne, etc. Puis je n'étais pas d'accord avec toi parce que je pense honnêtement que c'est pas la job des premiers ministres d'aller parler au président. Puis finalement, c'était même pas le président. C'était des conseillers politiques. Son directeur adjoint. Whatever. Mais tu sais, c'est même pas un élu. C'est un staffer qui, oui, il a quand même une puissance, une influence quand même dans le cabinet, mais tu sais, je trouve que c'est vraiment bête. Là. On est tombé vraiment à un niveau vraiment bas pour aller se traîner à la Maison-Blanche et supplier le bon Dieu de nous laisser tranquilles, puis on parle même pas à lui, puis même si c'était lui, qu'est-ce que tu as à faire là-bas? C'est pas toi qui vas prendre la décision à la fin, t'es pas le premier ministre du Canada, puis je trouve que pour le message qu'il voulait envoyer qu'on est unis au Canada, etc., ben tu fais le contraire, parce que tu vas parler au nom de qui?
Tu sais, de ta province. Tu sais, c'est pas avec toi que le président des États-Unis va négocier à la fin. C'est peut-être le premier ministre du Canada. Donc, le fait que toi, tu vas là et tu bypasses, si on peut dire, le premier ministre du Canada, ben ça montre l'inverse. Ça montre justement qu'il n'y a pas d'unité et que vous êtes tellement... tu sais, il y a tellement la panique qui est rentrée dans la vie des Canadiens puis dans la politique des différentes provinces, que vous faites juste à peu près n'importe quoi pour vous sauver un peu de cette dispute-là qui existe. C'est sérieux, la dispute qui existe en ce moment. Je dis pas le contraire, sauf que allez parler à des élus, allez parler à des gouverneurs d'État, à des sénateurs, à des hommes et des femmes d'affaires qui seront directement impactés par ces mesures-là et laissez à eux l'opportunité d'aller faire la pression au président. Puis par la suite, ben, on a un premier ministre je mets ça entre guillemets, on a un premier ministre qui éventuellement, je sais pas, là, il va parler à M. Trump. Je sais pas si ça va être M. Trudeau ou ça va être son remplaçant, mais à un moment donné, il va avoir un représentant de notre pays qui va devoir faire la job. Tu sais. Mais écoute, d'abord, je suis content que tu sois pas d'accord avec moi pour ce que j'ai dit sur les ondes de RDI. Parce que tu vas voir qu'au fond, on n'est pas si en désaccord que ça, puis je vais m'expliquer. L'avantage d'un podcast, c'est que je peux l'expliquer avec plus de nuances, alors qu'à la télé, il faut que je résume beaucoup ce que j'ai envie de dire. 15 secondes. Ouais. C'est ça, exactement. Ben, un peu plus que 15 secondes quand même, mais il faut que je résume beaucoup mon idée. Je vais partir d'emblée avec... Je vais être d'accord d'emblée avec toi. Oui, tu as raison. Normalement, c'est la job du premier ministre du Canada. D'ailleurs, je faisais mention de M. Charest, Jean Charest, un peu plus tôt. Lui-même, sur ce podcast, assis à la chaise où je suis assis en ce moment, avait dit une chose, c'est que les deux jobs les plus importantes pour un premier ministre du Canada, évidemment, c'est la Constitution du Canada et la relation avec les États-Unis. Et donc, là-dedans, normalement, ça devrait être la job du premier ministre du Canada. Regarde, on va se le dire clairement. On est clairement dans une situation qui est très particulière. Très particulière parce que la situation politique à Ottawa est tout sauf belle à voir. On va s'entendre. Cette espèce d'instabilité, ce no man's land dans lequel on est. Et puis Donald Trump, il en profite pleinement de ça. Mais bien sûr qu'il en profite. Ouais. Et en plus de cette instabilité-là, en plus du timing qui est, on s'entend très mauvais, on est face à un président pour lesquels les arguments rationnels n'existent pas. Non. Il n'y a pas de rationnel à faire avec lui. Donc, maintenant, je vais expliquer pourquoi j'ai dit que c'était une bonne chose que les premiers ministres des provinces se soient déplacés à Washington. C'est pas pour faire la job d'un premier ministre du Canada. Mais tu peux pas être à la tête des différentes provinces, voir que le leadership au niveau fédéral est absent. Et non existant. Je dirais, je sais pas, j'irais peut-être pas aussi loin que de dire non existant ou absent, mais en tout cas, clairement, il manque de légitimité, il manque de force, il manque de vigueur, c'est certain. Ouais. En passant, juste une petite information, je vais te laisser continuer, mais c'était pas juste les premiers ministres des provinces, il y avait une assez large délégation canadienne qui se trouvait à Washington cette semaine. Il y avait des députés à Ottawa, il y avait le ministre Leblanc qui était là aussi, donc il y avait quand même du monde. Non, c'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai dit à Radio-Canada, quand j'ai dit, pour moi, c'était le Canada à son meilleur. Le Canada à son meilleur, ça veut pas dire qu'il y a des gens qui doivent faire la job de quelqu'un d'autre à sa place. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire par le Canada à son meilleur, c'est comme, on va s'entendre. Le Canada est une fédération, l'une des fédérations les plus décentralisées au monde, dans laquelle les provinces jouent des rôles majeurs et importants. Et le rôle que les provinces jouent, souvent, sont, excuse-moi l'anglicisme, mais out of reach pour le gouvernement fédéral. Ouais. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral ne peut pas imposer certaines choses aux provinces. Et donc, d'une certaine manière, elles deviennent des parties prenantes super importantes. Alors, tant qu'à ne pas avoir
un leadership très fort au niveau fédéral en ce moment. Et tant qu'à être une fédération où on a besoin que les provinces s'unissent pour être fortes. Puis là, il y a un leadership qui vient des provinces, qui essaye de peser. Puis les Américains connaissent les Canadiens quand même. Là. On a l'impression que nous, on les connaît, eux, nous connaissent pas. Non, eux aussi nous connaissent. Ils savent que les provinces jouent un rôle important. Alors, est-ce que Donald Trump sait qui est Doug Ford ou François Legault? Pas du tout. Il n'a aucune idée de qui sont ces personnes-là. De loin, n'a aucune idée de qui ils sont. Mais... Oui, mais ces gouverneurs puis ces sénateurs des États avoisinants, eux autres, ils les connaissent très bien. Mais bien sûr, exactement. Puis, tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est ces gens-là qu'ils doivent aller rencontrer. Mais ils le font. Tu as tout à fait raison quand tu dis qu'ils doivent aller voir les associations économiques et sectorielles qui sont impactées par ça. Et ils le font. Et mieux que ça, tout le monde avec qui les Canadiens parlent sont d'accord avec nous, sont d'accord avec les Canadiens. Parce que c'est très rationnel, parce que ça s'explique très bien. Mais rendu à la Maison-Blanche, à l'administration, qui, elle, donne une orientation fédérale à ces discussions-là, il n'y a plus de rationalité. Et dans un contexte où il n'y a pas de rationalité, si je pouvais avoir 10, 11 ou l'entièreté des 13 premiers ministres de provinces et territoires qui se retrouvent à la Maison-Blanche et qui sont capables de mettre de la pression, qu'ils la mettent. Mais je suis d'accord avec toi, George. L'image n'est pas nécessairement très bonne. Là, non, elle est mauvaise. Salim, regarde, on a tous les deux été conseillers politiques. J'ai jamais imaginé dans ma vie, quand je travaillais comme attaché politique ou conseiller politique, que je serais dans une chambre en train de discuter avec un chef de gouvernement. Tu comprends? Mais attends, la différence quand même. D'abord, tu sais que le système américain est très, 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 très différent, là. Puis, on parle d'une superpuissance. Superpuissance avec un super président qui a un super directeur. T'es allé rencontrer un conseiller politique. C'est comme... Oui, mais... Tu tombes tellement... Non, mais c'est... D'abord... Oui, mais ils sont pas allés parler au 528e conseiller politique du président américain. Ils sont allés parler au conseiller politique numéro 1 au niveau des politiques. Même à ça, Salim. Tu es un premier ministre d'une province. Là, tu comprends? Je trouve ça très abaissant d'aller rencontrer... premièrement, tu n'as pas de job d'aller parler au président, premièrement. Mais deuxièmement... Tu fais quoi parler avec son conseiller politique? Ils sont pas, en passant, ils ne sont pas allés là-bas pour rencontrer Donald Trump. Puis de toute façon, s'ils ont véritablement pris un avion en se disant « je vais aller rencontrer Donald Trump », franchement, là, je m'inquiéterais. Ouais. Non, je ne pense pas. Ils avaient tout un nombre incalculable de rencontres avec des gens influents du monde politique et économique. Et d'ailleurs, l'après-midi où ils ont dû rencontrer M. Blair, j'ai oublié son prénom, qui est le directeur adjoint de la Maison-Blanche, du cabinet de M. Trump, ils ont annulé les autres rencontres parce qu'ils se disaient, regarde, si on est capable de parler à quelqu'un qui va passer le message directement de sa bouche à son oreille, là, pas à travers 28 briefings de bureaucrates de la capitale fédérale américaine. Là, c'est pas... regarde. Mais je vais dire... attends, on va dire, si ça avait fonctionné, admettons que ça avait... que cette rencontre-là avait eu, disons, un impact positif, là, admettons, là. On se serait dit, ils ont bien fait d'essayer. Ouais, mais c'est impossible. Salim, il y a des chefs d'État qui parlent à Donald Trump, ils se donnent la main, puis le jour d'après, le gars, il dit autre chose, tu comprends? Donc, même les chefs d'État peuvent pas réussir à faire passer leur message à Donald Trump lui-même. Donc, pour moi, c'était impossible que les premiers ministres des provinces auraient parlé à son directeur et que le directeur aurait passé le message à Donald Trump et que Donald Trump aurait compris le message puis aurait dit OK. Non, mais je comprends ton point, mais je veux dire, c'est clairement pas aussi simpliste que ça. Ouais. C'est-à-dire, c'était pas juste va dire à ton patron qu'on est fin et qu'il doit être fin avec nous. Ouais, mais c'est pas ça. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Moi, je crois que l'idée, c'était de dire, regardez, on
on est capable de faire certaines concessions. D'ailleurs, M. Legault s'est un petit peu échappé sur la place publique, en disant un petit peu certaines choses, ce qui a fâché d'ailleurs quelques autres Canadiens et même quelques personnes ici au Québec, y compris des gens dans certaines industries, notamment de l'aluminium. Mais bref, tout ça pour dire que c'était peut-être une manière de dire, regardez, il y a des façons là peut-être de vous donner des wins là, dans le fond, là, de vous permettre de faire des gains, mais détruisez pas notre économie au complet, alors qu'on a une économie intégrée, alors qu'on est amis, alors qu'on travaille quasiment pour vous, et que dans les faits, là, pas dans les faits, mais je veux dire, d'une certaine manière, là, un peu abstraite, le Canada est déjà plus ou moins une sorte de 51e État des États-Unis. Je le dis pas dans le sens qu'on l'est, et on l'est pas, bien sûr, puis on est fiers de ce qu'on est, de comment on fonctionne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est tellement proches et amis des Américains que c'est déjà un peu bizarre que M. Trump ne nous voit pas déjà comme faisant partie de la famille. Là, c'est juste qu'on vit dans la maison à côté et non pas à l'intérieur de leur maison. C'est juste ça. Alors, mais regarde, je veux te le dire d'une autre façon. Regarde. Puis le but, c'est pas qu'on soit d'accord. Au contraire, ce qui est le fun dans le podcast, c'est qu'on échange sans être d'accord. Mais tu sais, tout ce que tu as dit que les PM, les différents PM du Canada doivent faire, moi, sincèrement, je crois qu'ils le font. Je pense qu'il n'y a rien qu'ils ne font pas. Sincèrement. Y compris ceux que je n'aime pas, ou pour qui j'ai pas un grand intérêt ou quoi que ce soit, là. Ils font tout ce qu'ils ont à faire. Les chambres de commerce, les associations sectorielles, les industries, les gens d'affaires, les gens du Congrès, là, les représentants au Congrès, les gens du Sénat, au niveau fédéral, au niveau des États. Écoute, honnêtement, ils font tout. J'en suis convaincu qu'ils font tout. Moi, perso, je leur reprocherai pas de faire quelque chose de supplémentaire simplement parce que l'image pourrait être mauvaise. Parce que s'il n'y a qu'une chance sur 10 000 pour que ça puisse avoir un tant soit peu d'impact, moi, je la saisis, cette chance-là. Ouais, non, je comprends ton point de vue. Sauf que moi, la façon que je vois, c'est que justement, tu es allé vendre l'idée de l'unité canadienne face à ce bully-là, là, cet intimidateur qui s'appelle Donald Trump. Puis, ce qui ressort de ça, c'est que tu es allé faire une rencontre sans le big boss du Canada, qui est le premier ministre. Puis, qui est à Paris. Hein, mais il est à Paris, il n'est pas en vacances, là. Mais non, ouais, je comprends. C'est juste que, tu sais, c'est le contraire. On est là pour vendre une idée qu'on ne bougera pas, puis on est tous unis, puis tout est sur la table, puis on va un peu... Regarde, disons-le clairement. Avec tout le respect que j'ai pour la fonction de premier ministre du Canada, qui pour moi c'est quand même extrêmement important, c'est quand même le premier ministre de notre pays. C'est sûr que M. Trudeau, c'est un peu, en anglais on dit lame duck en ce moment. Là, c'est un canard boiteux, donc c'est un peu difficile. Mais tu sais, c'est sûr qu'il s'est mis, il a mis son parti, il a mis son gouvernement, et donc par ricochet, le gouvernement fédéral canadien dans une situation intenable. Il aurait dû partir avant, on l'a dit ici, d'autres l'ont dit avant nous. Tu sais, bon, il se trouve que là, on est dans un cas urgent. Moi, je préfère laisser analystes et historiens parler de ça dans quelques mois ou quelques années pour dire à quel point c'était n'importe quoi ce qui a été fait au niveau fédéral. Tu sais, je préfère leur laisser ça. Mais au moment où on se parle, M. Trudeau n'est pas assez fort politiquement, il n'a pas la légitimité. Il s'en va. On est quoi? On est le 14 février? Non, mais je veux dire, la légitimité, il l'a. C'est lui le premier ministre en fonction. C'est juste qu'il n'y a plus d'influence. Non, mais quand je dis
quand je dis il perd, c'est-à-dire il a moins de légitimité, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de légitimité. Il a toujours plus de légitimité qu'un intérimaire. C'est pour ça que moi, j'avais beaucoup de misère avec la possibilité que quelqu'un vienne par intérim, parce que l'intérimaire en a encore moins. Mais là, il en a moins à cause du fait qu'il a décidé de s'en aller, qu'il s'en va. Je te disais que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, mais qu'il s'en va le 9 mars. Donc, il reste 3 semaines, somme toute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste attendre? Puis là, ça rentre comment dire, ça se met en œuvre, là, ces tarifs-là, ça vient créer en tout cas, ça vient créer, excuse-moi l'expression, mais le mot qui me vient, ça va être le bordel au niveau économique. Il y a des emplois qui vont être perdus. Sais-tu qu'il y a des emplois, juste cette incertitude-là, il y a déjà des emplois qui ont été perdus. Ouais. Je te parle même pas du jour où les tarifs vont être mis en place officiellement. Il y a même des chaînes d'approvisionnement qui sont bouleversées complètement. Il y a plein d'affaires. Là. Ouais. Ah non, mais exactement. Non, mais c'est en plein ça. Fait que, alors, tu sais, puis là, c'est vraiment pas M. Trudeau que je défends. Ce que je défends, c'est une gang de premiers ministres de provinces et de territoires qui se sont dit « Guys, on va tous se retrouver à Washington. » Ouais, on prend le lead. Puis ça, honnêtement, moi je te le dis, comme fédéraliste convaincu, j'aime voir ça, et pas juste dans l'image. J'aime voir ça parce que c'est quand la dernière fois qu'on a vu, oublie l'unité dans le sens unité politique, mais c'est quand la dernière fois où on a vu autant de premiers ministres se dire « OK, c'est pas juste une question de ma province. C'est nous tous, fait que mettons-nous tous ensemble. » Moi, comme fédéraliste, il y a des gens qui pensent que être fédéraliste, c'est être contre la souveraineté du Québec. Moi, c'est la définition la plus réductrice du fédéralisme qui soit. La réalité, c'est que le fédéralisme, c'est ça. Ça te permet d'être un allié de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, et j'en passe. Tu sais, puis de travailler ensemble. Et de travailler ensemble, même lorsque le gouvernement fédéral est ailleurs. Ouais. Pas contre le gouvernement fédéral, mais avec le gouvernement fédéral. Mais tu peux aussi l'influencer, tu peux lui donner... De toutes les manières, il y a bien des choses que les provinces ne peuvent pas faire sans le fédéral. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a bien des choses que le fédéral peut pas promettre aux Américains sans l'aval des provinces. C'est ça. Donc, moi, je me dis, regarde, pour moi, je trouve que c'est une bonne approche. Il y a d'autres personnes qui disent non, mais non, c'est pas une bonne approche. Il y a des gens qui disent, non, il y a encore des gens, là, à la télé, tu peux les entendre, etc. Ça, c'est la preuve que ça prend la souveraineté du Québec. Ben oui, mon cher, vas-y, souveraineté du Québec. Non, ça n'a pas de sens. Ben, je t'avoue aussi que, aussitôt que j'ai entendu ça, la première chose, évidemment, j'ai su qu'on allait parler de ça au balado, et je me disais, on a dépensé tellement de temps sur ce podcast-là à critiquer le gouvernement Trudeau de ne pas respecter les champs de compétences, puis la juridiction des provinces, surtout Québec, etc. Puis là, on a l'inverse où les provinces vont prendre le lead à Washington, ce qui est clairement la responsabilité du fédéral. Donc, je suis désolé, mais tu sais, ce respect des champs de compétences, c'est un chemin à deux directions. Tu peux pas te plaindre qu'Ottawa respecte pas nos champs de compétences, puis en même temps, tu vas à Ottawa négocier au nom de Justin Trudeau. Alors, je vais juste te dire un truc. Puis tu vois, j'aime cette discussion. Je l'aime vraiment beaucoup parce que justement, ça met un peu le doigt sur tous les mécanismes tous les mécanismes. Certains mécanismes ou une certaine approche du fédéralisme. Les provinces sont souveraines dans leur champ de compétences. Et comme l'a déjà dit Jean Charest quand il était premier ministre, il avait dit ce qui est de champ de compétences chez nous et de champ de compétences partout. C'est ce qui avait permis notamment de signer des accords avec la France sur la mobilité de la main-d'œuvre, par exemple, ce qui permettait, je sais pas moi, un médecin en France d'être médecin au Québec, un ingénieur du Québec soit un ingénieur en France, etc. En passant, ce qui est même pas possible à l'intérieur du Canada, ce qui est une aberration, mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et donc, pour moi, lorsque les premiers ministres des provinces et territoires
et particulièrement des provinces, qui sont moins dépendantes du fédéral. Ou je devrais dire qu'ils ne sont pas dépendants du fédéral. Lorsqu'ils s'en vont à Ottawa, à Washington, ils s'en vont pas parler en tant que gouvernement fédéral avec la compétence des affaires étrangères ou du commerce international. Ils s'en vont là-bas en disant nous, nos champs de compétences nous permettent, admettons, d'intervenir dans nos industries, dans nos économies. Puis voici les leviers qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on peut faire telle affaire ou telle affaire qui pourrait vous arranger et qui pourrait peut-être venir vous rassurer et qui peut-être pourrait venir vous convaincre que des tarifs ne sont pas positifs pour nos deux économies. Ouais. C'est comme ça que ça se fait. Ça, c'est légitime. Mais en même temps que je dis ça, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Au contraire, je suis d'accord avec toi. Le champ de compétences des affaires étrangères et du commerce international, avant tout, c'est celui du gouvernement fédéral. Et dans un monde idéal, on aurait eu un premier ministre du Canada, non seulement légitime, mais aussi fort et aussi populaire, et derrière qui les provinces se rangent pour aller à Washington, taper à la porte. Mais on n'est pas dans cette situation-là, malheureusement. Je te pose une question. Évidemment, la visite des premiers ministres à Washington, c'est pas organisé du jour au lendemain, c'était déjà planifié. Ça fait un mois à peu près. Je pense que même durant les fêtes, Monsieur Legault parlait de sa visite à Washington au mois de février. Là, Justin Trudeau se trouve en Europe. Bon, il y a des rencontres importantes là-bas aussi, mais sachant que ces premiers ministres se retrouvent à Washington pour faire cette force, cette union canadienne contre les menaces tarifaires. Il n'aurait pas pu prendre l'avion 1-2 jours de l'Europe, venir à Washington, rencontrer les gens avec ses premiers ministres, montrer vraiment cette force unie. Tu sais, cette carte Team Canada qui joue depuis des semaines maintenant et retourner en Europe? Alors, excellente question, mais je vais te dire deux choses à ça. La première, c'est qu'il serait venu... Il aurait plus dérangé les premiers ministres des provinces parce que, on va se le dire, M. Trudeau, malheureusement pour lui et pour nous, par ricochet, a plus beaucoup de crédibilité dans cette discussion-là. Ça veut pas. Je suis pas en train de te dire qu'il est insignifiant dans la situation. Ceux qui le détestent vont le dire. Moi, j'ai mon avis. Quand il sera plus là, on pourra faire le bilan complet, là. Mais il a encore un rôle à jouer jusqu'à temps qu'il ne soit plus là, mais sa crédibilité est quand même assez basse. Il serait venu, il aurait dérangé les premiers ministres des provinces, en plus de savoir qu'il y a une animosité réelle de M. Trump envers M. Trudeau. Ça, c'est un bon point. Donc, tu sais, il serait venu, il leur aurait gâché ça. Puis en plus de ça, le gouvernement, lui, comme représentant numéro 1 du gouvernement fédéral, n'a pas à s'ingérer dans les efforts que les provinces ont décidé de mettre de l'avant. Les provinces n'ont pas demandé l'aide de l'ambassade du Canada. Les provinces ne sont pas parties avec le drapeau canadien en disant on est des diplomates canadiens, recevez-nous. Non, les provinces ont fait leur travail. Ça, c'est d'une part. Mais il y a autre chose que j'ai quand même envie de dire sur M. Trudeau, ce qui est plus positif. Puis il faut quand même qu'au Québec, on apprenne un petit peu à être... de ne pas voir les choses juste de manière totalement blanche ou totalement noire. Là, on est dans un monde assez polarisé comme ça. Mais M. Trudeau, en Europe, il n'est pas là pour rien. Certains vont dire « Ah, mais c'est-tu juste l'affaire d'intelligence artificielle, etc. » Bon, c'est assez important pour qu'il y ait des gens importants. On cherche des nouveaux marchés. Mais bon, ça pourrait être ça, mais honnêtement, je pense que M. Trudeau sait très bien qu'avec le peu de temps qui lui reste, il n'y a pas nécessairement de nouveaux marchés ou il n'a pas le temps d'aller chercher de nouveaux marchés, puis ça ne se fait pas en claquant des doigts. Là, puis sachant que l'Europe, en théorie, c'est déjà un marché pour nous puisqu'on a déjà un accord, un accord de libre-échange avec l'Europe. Par contre,
à Paris, il a rencontré beaucoup de dirigeants importants, influents, européens et parfois d'ailleurs, pour parler, entre autres, pas juste d'intelligence artificielle, même si le sujet est super important, mais de parler de cette nouvelle donne mondiale, de ce nouvel ordre mondial que M. Trump essaye de mettre en place, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Canada ne peut plus compter sur son voisin du Sud et donc va devoir compter sur la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, pas juste comme pays, mais comme Bruxelles, capitale européenne, l'Union européenne, donc, qui regroupe 27 pays, et puis d'autres qui venaient d'ailleurs, parce que dans cette conférence, en passant sur l'intelligence artificielle, il y avait des gens extrêmement importants qui venaient d'Inde, et l'Inde, on n'a pas nécessairement de bonnes relations. Fait que, je veux dire, il y a tout un travail à refaire. On est dans un monde nouveau, ou le début d'une ère nouvelle au niveau planétaire. Tu vas me dire, tu pourrais très légitimement me dire, ouais, mais Salim, il s'en va, quand bien même il a commencé les discussions, il ne va pas être là pour les poursuivre. Mais c'est pas grave. S'il a déjà mis la table, celui ou celle qui va venir après, que ce soit M. Carney, Mme Freeland, ou à l'inverse, que ce soit M. Poilievre, parce que, admettons, il y a des élections, puis M. Poilievre devienne Premier ministre, eh ben, il y aura une table qui est déjà mise à un moment critique, parce qu'au moment où on se parle, ailleurs dans le monde, les gens se préparent. Alors, qu'est-ce qu'on voulait que Justin Trudeau, à partir du moment où, le 6 janvier dernier, il a décidé qu'il s'en allait, qu'il reste à Ottawa, les bras croisés, en train d'attendre le 9 mars, pendant que la planète entière est en train de se préparer au bulldozer Trump? Moi, j'ai envie de donner ce crédit-là à Monsieur Trudeau, qui, au moins, fait en sorte que le Canada n'est pas absent. Puis quand on parle de diplomatie canadienne, la diplomatie canadienne, c'est pas juste les élus et les partis politiques qui sont au pouvoir. La diplomatie canadienne, c'est organique. C'est-à-dire tu as un réseau diplomatique, tu as des ambassadeurs, tu as des parties prenantes là-dedans. Moi, je veux m'assurer que le Canada est là-dedans. Tu pourrais encore me dire, Salim, oui, mais en ce moment, le Canada est plus faible à cause d'un leadership faible. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et plus faible, on reste chez nous à la maison ou on essaye? Moi, je suis partisan de on essaye. Parlons rapidement un peu de la sortie de Donald Trump qui a annoncé que, si les autres pays vont nous mettre des tarifs, on va répliquer puis on va rehausser nos tarifs. Donc, il y a des tarifs douaniers un peu réciproques qui vont venir. Je ne sais pas s'il a déjà signé ou s'il s'apprête à le signer. Je pense que j'ai lu quelque part le 1er avril. Je crois qu'il l'a signé hier, si je ne m'abuse. Et ça rentre, c'est pas le 1er avril, il me semblait que c'était quelque chose comme, c'était-tu le 1er avril? Je sais plus, il y avait comme 3 dates. Il y avait le 1er avril, il y avait le 12 avril, et il y avait le 1er mai. Alors je me souvenais plus de lesquels étaient lesquels, là. Mais c'est quand même étrange parce qu'il semble s'attaquer à la TPS. Ouais. Alors, ça, il faut l'expliquer un petit peu. Aux États-Unis... Non, mais attends, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on élimine toutes les taxes, là? Tu vas avoir ça sans taxes? Moi, je suis Donald Trump, je ne paie pas de taxes. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, je vais l'expliquer, parce qu'effectivement, c'est un peu mêlant. Lui, il dit, si tu mets des tarifs, je te mets des tarifs. Pour lui, quand il utilise le mot tarif, pour lui, c'est des barrières tarifaires, c'est des barrières au commerce. OK? Pour lui, c'est ça les tarifs. Donc, lui, il décide d'en mettre au Canada. Mais si le Canada décide en retour d'en mettre, il dit, mais là, t'as pas le droit d'en mettre. Mais c'est parce que tu viens de m'en mettre à moi, fait que c'est normal que je te mette. Donc, c'est pour ça que lui, il te dit, si tu mets des contre-tarifs, moi, je vais mettre d'autres tarifs pour contrer tes contre-tarifs. On est quasiment dans une cour d'école. Là, mais Bon, mais là, je m'explique. Parce que lui, dans sa définition de tarif, souvent, ça c'est l'avantage de la langue française, elle est plus riche en nuances. On fait souvent référence aux tarifs douaniers, aux droits de douane. OK? Mais lui, quand il utilise tarif, c'est
toutes sortes de barrières tarifaires. Et là, je m'explique. Aux États-Unis, il n'existe pas de taxe à la consommation fédérale. Les États, oui, ils ont une taxe à la consommation. D'ailleurs, tu le vois bien, ça change dépendamment de l'État où tu es. Puis parfois même, ça change d'un comté à l'autre où tu te retrouves aux États-Unis. Tu sais. Mais ça, c'est les gouvernements locaux qui mettent ça en place. Mais le gouvernement fédéral, il n'y a pas de taxe fédérale américaine à la consommation sur un bien ou un service. Nous, au Canada, on a une taxe fédérale. C'est la TPS. Lui considère qu'à partir du moment où tu taxes un produit américain qui est vendu au Canada, c'est une barrière tarifaire. Je sais. Ouais. Va lui expliquer ça, parce que là, dans le fond, il est quasiment en train de nous dire il faut qu'on revoie notre fiscalité. Hein, ouais, c'est ça. Donc, pour le gars qui a payé très peu d'impôts pour un milliardaire, ouais. Là, Salim, honnêtement, on voit ces choses-là se produire, on lit différents articles qui sont écrits sur les médias et on se gratte la tête parce qu'on se demande comment est-ce que les gens vont négocier? Comment tu répliques à ça? Écoute, honnêtement, parfois je me demande, je négocie beaucoup avec mes enfants. Je pense que c'est un bon entraînement. Je devrais peut-être m'essayer avec lui. Non, mais sans blague. C'est tellement... tu sais, la première fois qu'il était à la Maison-Blanche, on disait de lui qu'il était imprévisible. C'est vrai, il l'est encore, ça n'a pas changé, ça. Mais là, c'est plus juste de l'imprévisibilité, c'est une absence totale de rationalité. Donc, il n'y a rien de rationnel. Aucun bon argument n'est un bon argument. Regarde, j'ai écouté, je pense que c'était à la télé, ou je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier soir peut-être. Il disait qu'ils observaient une légère montée de l'inflation aux États-Unis. Alors que lui disait que le jour 1 où il valait juste le fait qu'il mette son pied à la Maison-Blanche, l'inflation est tombée. C'est pas léger, on parle de 3%. Ouais, c'est ça. Excuse, j'ai dit léger, mais oui, 3%, c'est quand même 3%. Oui. Tu sais, alors que lui a dit que ça allait baisser. Puis, sachant que les tarifs qu'il essaye de mettre... Ils vont augmenter encore plus. Mais bien sûr, ils vont augmenter plus. Évidemment qu'ils vont augmenter plus. Parce qu'il disait il allait mettre 10% sur le pétrole, donc forcément, ça va se ressentir à la pompe quand les gens vont aller mettre de l'essence dans leur voiture. 25% sur le reste, jusqu'à 50% pour l'aluminium, parce qu'il voulait... Lui, déjà, les produits canadiens, c'est 25%, mais en plus, l'aluminium du monde entier, c'est un autre 25%. Donc, pour nous, Canadiens, l'aluminium du Québec, le Québec est le principal fournisseur d'aluminium en Amérique du Nord, serait 50%. Qu'est-ce que tu penses? Les canettes de bière, là, tu sais, s'ils aiment la Budweiser aux États-Unis, là, ça se peut qu'elle leur coûte plus cher. Ça se peut, il y a de fortes chances. Mais c'est dangereux quand même, parce que, tu sais, là, c'est difficile à ne pas voir ces entreprises-là juste tourner et dire, regarde, c'est trop cher l'aluminium québécois, on va aller l'acheter ailleurs. Ou alors, oui, exact. Ou alors, ils vont fournir, ils vont refiler la facture au consommateur. Ouais. L'aluminium, on parle de la bière, on va se dire, ouais, mais là, on s'en fout de la bière, c'est pas un bien essentiel, quoique pour certains, ça l'est, là, mais enfin... mais l'industrie du médicament pour les contenants, les emballages, etc., on a besoin d'aluminium. Construire des voitures, des wagons, des avions, tu as besoin d'aluminium. Et j'en passe, hein, il y a plein d'autres raisons. Donc, oui, tu as raison. C'est soit ils vont aller chercher cet aluminium ailleurs, mais en passant, lui, l'aluminium, il veut taxer l'aluminium partout dans le monde. Mais lui, il en produit peu ou pas. Exact. Mais lui, c'est sa façon de négocier. C'est-à-dire que demain, il va y avoir peut-être un pays qui va lui dire « OK, regarde, je t'envoie de l'aluminium, mais à condition que, tu sais, genre... » Mais en tout cas, regarde, George, il n'y a pas de rationalité. On peut essayer d'expliquer les choses de manière les plus rationnelles, puis pour lui, c'est juste non. Puis tu sais, regarde, t'as vu la réponse, tu disais le conseiller politique, là, le directeur adjoint de son administration, qu'est-ce qu'il a dit à nos représentants canadiens, et je parle des premiers ministres des provinces. Il leur a dit, en fait,
En bout de ligne, il leur a dit prenez M. Trump au mot, il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. C'était ça. Genre, ils sont venus avec toute la rationalité du monde, ils étaient prêts à faire des concessions sur certaines affaires, etc. Puis c'était ça la réponse. Honnêtement, puis on va pas retourner à cet échange-là, mais je sais même pas pourquoi ils s'attendaient à une autre réponse. Tu t'attends à quoi? Tu parles à un conseiller politique, mais en tout cas, on va pas revenir là. Ça, on reviendra pas dessus, mais à un moment donné, quand t'es désespéré, t'es désespéré. Ouais, c'est ça. Puis en passant, ils sont désespérés pour nous tous, hein, parce que ça va nous affecter tous. Ouais. C'est pas parce qu'on n'est pas dans l'industrie de l'aluminium ou parce qu'on n'est pas dans telle autre industrie qu'on n'est pas impacté. On va être impacté. Ça va coûter plus cher. Les gens qui vont perdre leur emploi à cause de ça, deviennent... Et puis c'est tout à fait normal, ça vient alourdir le fardeau du gouvernement, des gouvernements pour lesquels on paye des taxes et des impôts. Il va y avoir des revenus en moins aussi pour les gouvernements en termes de fiscalité. On va s'endetter plus. Je veux dire, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire même ceux qui vont conserver... Alors ceux qui pensent que parce qu'ils conservent leur job ne sont pas ou ne seront pas impactés, ils n'ont rien compris à l'économie. Hein, parce que forcément, tu vas être impacté. C'est sûr que tu vas être impacté. Oui. On va terminer avec un autre sujet parce qu'on a parlé la semaine passée de quelques sondages qui sont sortis qui semblent montrer une lueur d'espoir pour les libéraux, pour le Parti libéral du Canada, étant donné que maintenant, un Mark Carney comme chef amènerait les libéraux et les conservateurs à égalité. Là, tout à coup, avec ces chiffres-là, on semble suggérer qu'il y aurait potentiellement une élection aussitôt qu'un nouveau chef sera sélectionné pour le PLC ou élu par les membres du PLC. Mais là, hier, il y a un sondage qui est sorti, c'est Abacus qui est sorti, qui montre des chiffres complètement différents. Donc, c'est là, tu sais, il doit y avoir quelque chose qui marche pas ou il faut vraiment savoir lire les sondages parce que le sondage de Abacus, il montre toujours les conservateurs à l'avance avec 48% versus 27% pour les libéraux. Donc, on n'est pas là pour critiquer les sondeurs, là, évidemment, mais on parle d'une méchante différence. Là, de passer à égalité, inquiétez-vous pas, on a quand même presque 20 points d'avance. C'est quand même un jour et nuit. Là. Écoute, ça va faire 2 ans à peu près là que M. Poilievre est très haut dans les sondages avec son parti, le Parti conservateur. Et il dépassait de loin tout le monde et dans tous les sondages. Ouais. Et peu importe les sondeurs. OK? Là, il se trouve qu'il y a plusieurs maisons de sondage qui commencent à montrer des petits signes. Là. C'est comme les petits signes sismiques là, quand il y a des petites secousses ou des petits tremblements de terre. Là, tu vois des petits trucs. C'est des petits trucs. On ne peut pas dire que c'est une tendance. On n'aura même pas le temps de savoir si c'est une tendance ou non, puisque la fin de la course à la chefferie du Parti libéral du Canada est prévue pour le 9 mars, d'une part. Et d'autre part, les élections vont avoir lieu relativement rapidement. Donc, maintenant, on peut se poser la question, on peut se dire, bon, est-ce que c'est juste des petits soubresauts, puis ça donnera rien, la tendance, elle est lourde, c'est la même depuis 18-20 mois, donc ça va. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer? Moi, je ne sous-estimerai pas ce qui est en train de se passer. Quand je dis je ne le sous-estimerai pas, ça ne veut pas dire que je pense que M. Poilievre ne gagnera pas la prochaine élection. Ouais. Et là, je te renvoie un petit peu, et décidément, je ne pensais pas avoir à parler de lui aussi souvent aujourd'hui, mais encore une fois, à l'épisode avec l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, où il disait d'une certaine manière que le pays était prêt, ou était mûr à tout le moins, pour un changement de gouvernement. Ouais. Mais du même souffle, il a dit, mais en même temps, attention, on est en démocratie. Et en démocratie, c'est pas genre juste les partis politiques attendent dans leur coin
que enfin les électeurs décident de les élire parce que c'est mon tour de gouverner. Pour lui, c'était la pire des approches. C'est jamais à ton tour de gouverner. Mais il y a pas de, c'est pas un tour. Il faut que tu ailles gagner la confiance des électeurs parce que ce que tu leur proposes leur plaît. T'sais. Et là où je veux en venir, c'est que c'était un petit peu ce qui était un peu dégagé du narratif conservateur jusqu'ici. C'est-à-dire, bon, avec Justin Trudeau, ça va pas, Justin Trudeau est pas bon, Justin Trudeau est incompétent. 9 ans des libéraux. 9 ans des libéraux. Les libéraux, c'est des comment il dit ça? C'est des crosseurs, là, ils sont corrompus, les scandales du PLC, etc., etc. Canada is broken, axe the tax. C'était pas mal ça qu'on entendait. Puis sais-tu quoi? Je pense que dans l'écœurantite des Canadiens envers M. Trudeau et des libéraux, ça marchait. Parce que il était un petit peu le reflet de cette colère qu'on pouvait voir au Canada. Puis ça marchait big time avec M. Poilievre. En fait, le style lui allait aussi. Et là, tout d'un coup, arrive M. Trump au pouvoir, qui vient un petit peu tout changer là-dedans, où finalement, on passe de Canada is broken, le Canada est cassé, à Canada first, Canada d'abord. Et là, M. Poilievre commence à avoir un nouveau narratif. Tu sais, tout d'un coup... on parle plus de taxes sur le carbone. Tout d'un coup, on parle plus du Canada qui est brisé. Tout d'un coup, on veut quasiment plus parler de M. Trudeau parce qu'il voulait plus de M. Trudeau. Là, M. Trudeau est plus là. Puis là, be careful what you wish for, c'est ça qu'ils disent. Et là, finalement, il est plus là. Fait que là, tu peux plus vraiment frapper sur lui parce qu'il est plus vraiment là. Et celui qui veut le remplacer, M. Carney, pour pas le nommer, ben, lui, il a décidé de axe the tax tout seul. Il a décidé finalement d'offrir un certain nombre de mesures que les conservateurs allaient offrir. Mais sans avoir, si tu veux, le fardeau d'avoir fait partie du gouvernement. On peut dire qu'il a conseillé M. Trudeau, que ça a été un libéral de toujours. On peut dire bien des affaires, mais il reste qu'il n'était pas là. Il n'a pas le même fardeau que ceux qui étaient autour de la table. Alors, monsieur... Et qui d'ailleurs sont dans la course aussi pour remplacer M. Trudeau, ce qui est complètement étrange. Ben oui, enfin étrange. C'est la démocratie interne d'un parti, mais oui, effectivement. Et là, donc, tout ça pour dire que Monsieur Poilievre, aujourd'hui, est en train de changer de narratif. Mais c'est correct, c'est ça la politique. Mais c'est très bien, mais c'est très bien, mais c'était pas une critique. Non, c'est ça. Non, mais juste pour revenir à ce que tu disais, il ne faut jamais prendre rien pour acquis et jamais sous-estimer tes adversaires non plus, parce que la politique, c'est ça prend juste une petite chose qui peut changer tout. Moi, ce que je te dis, et on revient au sondage, et d'une certaine façon, parce que on parle avec beaucoup de personnes au Parti fédéral, au Parti libéral du Canada, tout à coup, ils sont excités à nouveau, ils voient la lumière au fond du tunnel, puis ah ouais, on a une chance, puis on va gagner, ah ouais, Mark Carney, puis en tout cas, c'est normal durant une course à la chefferie d'un parti que on voit les chiffres qu'on a vus. Toute l'attention à Ottawa, c'est ça, c'est la course à la chefferie. Bon, là, il y a tout l'effet de Donald Trump qui est rentré dans l'équation aussi, mais partout dans les médias, c'est Mark Carney, c'est la course, qu'est-ce qui arrive? Bon, Justin Trudeau qui est pas là. Ça occupe tellement d'espace que quand le sondeur appelle au téléphone, ben c'est normal que le nom que tu écoutes à chaque minute à la télévision, Mark Carney, ben tu vas répondre Mark Carney. Donc moi, les sondages ne m'impressionnent pas. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est ça m'impressionne pas. Puis c'est une course à la chefferie durant laquelle c'est normal de voir les chiffres d'un parti se augmenter un peu. Il y a plein de visibilité maintenant au Parti libéral du Canada. Moi, ce qui est important,
disons qu'on s'en va en élection là, aussitôt que la campagne termine, c'est de voir comment, on va se le dire, là, Mark Carney qui a pas mal les meilleures chances de gagner, là, donc on va assumer que ça va être lui. J'aimerais vraiment le voir dans un débat avec M. Poilievre. J'aimerais tellement le voir en français contre François Blanchet. Donc, je veux que tout le monde se calme un petit peu, là. C'est un sondage, OK, ça va bien pour lui, tant mieux pour les libéraux. Ils ont retrouvé un peu le vent dans leur voile. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ça, c'est juste leur campagne à l'interne. Ah oui. Par la suite, on va avoir une campagne nationale. Et là, on va devoir voir Mark Carney, le politicien. Parce que là, c'est Mark Carney, l'ami des libéraux. On veut voir Mark Carney, le politicien. Puis j'ai l'impression, Salim, qu'ils vont le manger. Ils vont le détruire. Puis j'ai peur que M. Carney n'a pas le bagage, cette expérience-là, à affronter ses adversaires du côté politique. Ouais. En fait, je comprends ce que tu dis, puis jusqu'à un certain degré, je suis d'accord aussi. Tu peux pas t'improviser politicien malgré tout. Tu peux avoir certaines aptitudes de politicien, mais d'être du jour au lendemain politicien, être capable de débattre quand t'as pas l'habitude de débattre, d'être capable je sais pas moi, de lever des foules, etc. Puis on dit pas que c'est pas possible, parce que je suis certain que derrière lui, il y a une équipe très compétente, oui, puis on les connaît. Puis on le connaît. Non, mais en fait, on le connaît. Justement, je trouve que c'est le bout qu'on ne connaît pas encore. Ça restera à voir. Mais c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs qui attendent effectivement de voir comment il sera en campagne électorale. Cela dit, moi, je pense que Mark Carney, si on n'était pas dans le contexte dans lequel on est en ce moment, ça se peut que les sondages n'auraient même pas été aussi... ne lui seraient même pas aussi favorables. Ouais. Parce que les gens aujourd'hui, ce qu'ils recherchent... Enfin, j'aime pas parler comme ça parce que ça donne l'impression que je sais ce que recherchent les gens, mais c'est pas ça mon point. C'est mon sentiment. Mon sentiment à moi, c'est que quand tu es dans une période de crise et que tu as des élections dans un contexte quasiment de crise, là, c'est que ta ballot question, là, ta question de l'urne, c'est qui, selon vous, est le mieux outillé pour régler cette crise-là. Ça va être ça, la question de l'urne. Ouais. Ça va être ça. Et à ça, est-ce que les attaques des conservateurs et de Pierre Poilievre sur Mark Carney, la marque de ses chaussures, le prix de ses chaussures, ou je sais pas trop quoi, là, est-ce que c'est un gatekeeper ou est-ce que c'est un je sais pas trop quoi, Laurentian élite, l'élite laurentienne, là, genre une élite loin du peuple, etc. Est-ce que c'est pour ça que les gens vont voter oui ou non? Moi, personnellement, je ne sais pas, je ne pense pas, si tu veux mon avis. Si la question de l'urne de l'élection générale, c'est qui est le mieux placé pour gérer cette crise, ben, M. Carney va avoir beaucoup d'arguments favorables à sa candidature. Et M. Poilievre, n'ayant pas les mêmes arguments, va devoir démontrer qu'il est meilleur que lui. Puis là, je vais m'expliquer. C'est quasiment, enfin, je fais le parallèle avec une entrevue d'emploi. Tu as une compagnie qui a un poste, ils veulent combler le poste, mettre des annonces, reçoivent des candidatures. Ils en gardent 2 à la fin, c'est le boss qui doit choisir. Le boss ici, c'est la population canadienne, OK? Puis là, t'as 2 choix. T'as 2 candidats. Tu les aimes tous les 2, là, tu les trouves bons tous les 2. Mais t'en as un qui est pas mal expérimenté, puis t'en as un autre, tu dis, hey, il a du coffre, lui, là. Il pourrait être
très bon. C'est que si ça marche comme il veut, là, il pourrait être très bon. Puis là, le boss qui doit choisir entre ces deux candidats-là pour le poste, il est comme, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la joue safe? Puis j'y vais avec l'expérimenté parce que, tu sais, au moins, c'est quelqu'un qui a déjà navigué dans certaines de ces choses-là. Ou alors, est-ce que, you know what, au risque, au rendement, je prends le risque d'aller avec quelqu'un qui a pas géré de crise, qui a pas l'expérience ou le contenu de l'autre, mais mon Dieu, il a faim, il a envie de se battre. Ouais. Puis, tu sais. Il y a une différence, par contre, dans ton exemple, c'est un exemple, tu sais, on jase, c'est que dans le cas actuel, ces deux candidats-là vont s'affronter. Et ils vont pouvoir échanger et dialoguer et démontrer que non, t'es pas bon, oui, je suis bon, non, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là, tu comprends? Alors que dans une entrevue de job, ces deux candidats-là se voient même pas. Je comprends. Non, mais en fait, c'est une excellente question parce que là, tu l'as ramené sur le terrain politique, puis c'est exactement ça. C'est une excellente question. Exact. Mais ce que je te dis, c'est que à un moment donné, quand l'autre va commencer à attaquer, M. Carney, lui, il aura pas besoin de se défendre. D'abord, il était pas là. Et les Canadiens savent qu'il n'est pas là. Tu sais, comment ça? Comment ils le savent qu'il n'était pas là? Ils le connaissent pas, d'une manière générale, à part d'entendre Mark Carney, mais ils le connaissent pas nécessairement. Tu sais, il va dire, tu sais, moi, j'ai géré crise économique financière de 2008-2009. Et by the way, c'est ton ancien boss, Stephen Harper, qui m'a nommé. Puis j'étais bien proche du ministre des Finances, Flaherty, avec lequel j'avais d'excellentes relations, etc. Puis ça, c'est all known, là, tu sais. Ensuite, il va dire, en passant, j'ai tellement bien géré ça que les Anglais sont venus me chercher. Ce qui est vrai, ça aussi. Puis je suis passé à travers le Brexit, peut-être pas avec les résultats qu'on voulait, dans le sens que il y aurait ça pas... va mal. Non, mais il aurait voulu, mais à partir du moment où les gens ont voté pour la sortie de la Grande-Bretagne, ben il fallait gérer l'aspect économique de la chose. Ben, quand je dis économique, l'aspect monétaire de la chose. Là, surtout avec l'euro, ben il y avait pas d'euro en Grande-Bretagne, on s'entend, mais je veux dire, il y avait quand même une intégration économique là, et financière. Donc, moi, je pense que même s'il devait se battre, s'il y en a un qui essaye juste de mordre puis qu'il n'arrive pas à pogner, là, ça peut pas fonctionner. Puis d'ailleurs, George, il suffit d'aller sur Twitter. Moi, je les suis tous là, sur les réseaux sociaux pour essayer de voir... moi, j'appelle encore ça Twitter parce que je boycotte l'autre. Mais tu sais, quand tu t'attaques à dire mais t'étais là quand ils ont fait la carbon tax, la taxe sur le carbone, mais t'étais là quand ils ont pris telle décision sur le congé de TPS, mais t'étais là dans ceci, t'étais là dans cela quand la réalité c'était pas là, quand il s'est rendu que les bottes qu'ils portent, on affiche leur prix pour dire hey, regardez, il est très. Tu sais, honnêtement, ça démontre pas beaucoup de contenu. Tu sais, ça ne démontre pas beaucoup de... C'est dommage parce que M. Poilievre est capable de beaucoup mieux que ça. D'ailleurs, à un moment donné, il avait fait une conférence de presse où il était venu faire des propositions sur comment il voyait l'histoire du commerce avec les États-Unis. Tu sais, ça le rendait premier ministrable. Tu sais, c'était bon. Tu sais, ensuite, tu peux être d'accord, pas d'accord avec le contenu, mais il y avait... En anglais, ils disent Prime Minister Material. Tu vois, genre, tu voyais là-dedans. Alors, moi, je te dis juste... La manière dont je parle, ça donne quasiment l'impression que, genre, je veux que ça se passe... C'est pas ça. J'essaye... Mon message, ici, c'est juste... Les circonstances ont changé tellement que tu vois les résumés de chacun, puis tu dis... ça va être difficile de compétitionner avec quelqu'un qui a déjà navigué dans ces eaux-là. Ouais, mais don't get me wrong. Puis heureusement que c'est enregistré, là. Ouais. On pourra s'en reparler après les élections. Je suis pas en train de te dire
que M. Carney ne deviendra pas le prochain Kim Campbell. Ouais. Ça se peut qu'il fasse le même score que Kim Campbell. Kim Campbell, d'ailleurs, quand elle avait battu Jean Charest à la chefferie du Parti progressiste conservateur pour succéder à Brian Mulroney, elle avait monté beaucoup dans les sondages. Puis les conservateurs, à l'époque, pensaient « Ah, c'est bon, on va se faire réélire. » Puis finalement, ils sont restés deux. Tu sais? Donc, je suis pas en train de te dire, je suis pas en train d'annoncer une victoire de M. Carney. C'est pas ça ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de dire que dans le contexte actuel, ils ont de beaucoup meilleures chances qu'auparavant. Moi, je pense que M. Poilievre a d'excellentes cartes à jouer. Moi, sincèrement, je pense que M. Poilievre peut jouer la carte de la personne mûre et mature pour devenir premier ministre du Canada, aller un peu dans le sens des propositions qu'il fait, démontrer que il n'a pas des réponses simples à des problèmes compliqués, avoir le ton qu'il avait la dernière fois qui était constructif, là, la fois, je t'ai dit, où il a commenté sur les tarifs. Tu sais, puis de dire, tu sais, il peut, s'il veut attaquer le Parti libéral du Canada dans son ensemble, pas juste Carney, en disant, ben regardez, on va pas redonner à un autre libéral la possibilité d'arranger un problème créé par les libéraux. Allons chercher les conservateurs pour créer des problèmes. Ouais. Tu sais, il y a des messages intéressants à faire passer. C'est juste que ça va être intéressant de voir comment il va utiliser tous les outils qu'il y a dans son coffre pour se distinguer de Mark Carney. Et en passant, juste une dernière chose, puis on va finir là-dessus, parce que éventuellement, on va avoir beaucoup plus d'informations sur le plan de M. Carney, puis sa plateforme, etc. Mais déjà aujourd'hui, on apprend que M. Carney veut nous retourner à l'équilibre budgétaire. Un mot, franchement, 2 mots, qui était complètement absent du lexique libéral depuis 2015. On se souviendra tous, l'élection de 2015, Justin Trudeau qui promettait des déficits petits, des tout petits déficits et un retour à l'équilibre budgétaire en 2019. C'est la dernière fois que Justin Trudeau a utilisé les mots équilibre budgétaire dans sa carrière politique. Là, tout à coup, l'aspirant chef du Parti libéral du Canada veut retourner à l'équilibre budgétaire dans 3 ans. 3 ans, couvrir le déficit énorme que son parti a créé. Comment qu'il va faire? Comment il va faire? Mais j'aimerais pouvoir te répondre. Écoute, regarde, je sais pas. J'aimerais ça qu'il va finir par l'expliquer. Je crois qu'il y a des débats dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada qui sont prévus pour le 24 et 25 février. Lundi 24, mardi 25 février à Montréal, en français puis en anglais. Donc, j'imagine qu'il va plus s'expliquer. Moi, honnêtement, déjà, je trouve que c'est extrêmement compliqué de revenir à l'équilibre budgétaire sans faire des coupes sauvages. Et j'avais cru comprendre qu'il n'avait pas cette intention-là. Donc, d'une part, en 3 ans, c'est quand même fort. Ça, c'est d'une part. D'autre part, moi, je me suis réjoui du fait que M. Carney disait que il voulait atteindre le 2% par rapport au PIB dans le financement militaire du Canada. C'est le 2% normalement requis pour faire partie de l'OTAN. Il le devance parce que je crois que les libéraux visaient 2033 et lui, il dit ce serait 2030. Donc, il l'a avancé de 3 ans. Moi, je m'en réjouis parce que je pense sincèrement que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le Canada devrait militairement être mieux équipé. Cela dit, parce que ça coûte très, très cher. Oui. Comment tu fais si tu ne coupes pas partout et tu rajoutes le financement militaire. Un financement militaire nécessaire, en passant. C'est que l'inquiétude maintenant est ramenée au transfert aux provinces. Et je pense que c'était... c'est quoi son nom? Paulus? Monsieur Paulus? Pierre Paulus. Pierre Paulus qui mentionnait le transfert en santé et que M. Carney allait couper ça. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas lu, on fait juste jaser maintenant, mais si tu prévois retourner à l'équilibre budgétaire avec
des dépenses supplémentaires, comme tu as dit, par exemple, dans le militaire, en défense, et tu prévois couper les transferts aux provinces, tu vas avoir un méchant problème. Tu as raison. Et je vais juste te dire une affaire. Gouvernement chrétien avec Paul Martin comme ministre des Finances. Dans les années 90, le Canada s'en allait dans le mur d'un point de vue des finances. La TPS, figure-toi qu'elle avait été mise en place, contrairement à ce qu'on peut penser, avait été mise en place par des conservateurs. Tu vas me dire, c'est rare les taxes et les conservateurs, mais il y avait un contexte qui expliquait ça. Ça fera... En fait, pour ceux qui ont envie de savoir, ils ont qu'à écouter le balado avec l'épisode qu'on a fait avec Luc Lavoie et qui expliquait pourquoi Brian Mulroney, à l'époque, avait mis en place la TPS. Et c'était pas juste taxer pour taxer, là. C'est quand même des conservateurs au niveau fiscal. Et enfin bref, donc il avait mis en place. Monsieur Chrétien avait juré qu'en arrivant au gouvernement, il allait l'enlever. Ce qu'il n'a jamais fait parce que, effectivement, c'était une source de revenus très importante pour le gouvernement fédéral, dont les finances publiques n'allaient pas très bien. Puis il y a eu un assainissement des finances publiques à l'époque. Cet assainissement-là, il y a beaucoup de gens qui pourraient en témoigner encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai que les transferts vers les provinces ont été impactés à l'époque. D'ailleurs, si on en parle un jour, il faudrait qu'on l'invite, on n'a jamais pensé, mais monsieur, l'ancien premier ministre du Québec, anciennement du Bloc québécois, mon Dieu. Oh, Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, excuse-moi. Je suis fatigué. Oui. Lucien Bouchard pourrait peut-être nous en parler, mais lui, par exemple... quand il avait décidé de faire de passer la loi sur le déficit zéro pour équilibrer le budget, etc., lui-même issu d'une filière conservatrice fiscale, il avait dit qu'il avait eu beaucoup de misère à l'époque à cause des transferts du fédéral. Et c'était comme ça, si je ne m'abuse, puis je suis désolé si je le cite mal ou que je cite mal les gens qui étaient à son gouvernement à l'époque, mais qu'en raison des transferts plus faibles du fédéral vers les provinces, il avait dû lui-même effectuer des coupes en santé. Il avait mis à la retraite beaucoup d'infirmières à l'époque, et ce qui avait d'ailleurs, en fait, ça a quasiment été le tremplin de la victoire libérale en 2003 par la suite. Ouais. Ça va être intéressant à voir. Et pour moi, plus spécifiquement, Salim, comme je t'ai dit, on est dans une période où c'est normal, il y a beaucoup de visibilité auprès du Parti libéral du Canada, mais une fois que toute la question du leadership sera terminée, c'est de voir maintenant votre plateforme. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi le plan et comment ce plan-là va compétitionner avec tout ce qu'on a entendu depuis 1 an et demi maintenant des conservateurs qui avaient vraiment l'avance dans tous les sondages. Moi, c'est le territoire dans lequel il va y avoir beaucoup d'intérêt pour moi. Sur ce, on va mettre un point. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir suivis. Aimez, partagez, laissez-nous des commentaires. Il y en a plusieurs qui nous laissent des commentaires à chaque semaine, puis on vous apprécie. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur toutes les plateformes audio et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup tout le monde. On se voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Ciao! Merci, bye!